Salut. Ça vous est jamais arrivé de vous dire que vous trouviez quelque chose de génial sans comprendre pourquoi? Quand vous arrivez parfois à la fin d'un manga, d'un film, d'une série ou de n'importe quoi d'autre, alors que vous n'avez rien compris à ce que vous venez de regarder, vous avez pourtant trouvé ça incroyable. Des fois, c'est facilement explicable. L'œuvre n'avait rien à raconter, certes, mais il y avait de l'action, des combats impressionnants, ou un humour qui vous touche particulièrement. Mais c'est pas de ce cas de figure-là dont je veux vous parler. Moi, je vous parle de ces œuvres qu'on sait, quand on les regarde, qu'elles ont des choses complexes à raconter, mais qu'on n'a pas besoin de les comprendre pour apprécier le tout. Ces œuvres qui sont assez bonnes dans leur forme pour qu'on s'intéresse à leur fond, personnellement, c'est celles que je préfère. Bien sûr, faut aussi qu'il y ait des choses intéressantes à raconter dedans. De ce que j'ai pu regarder dans ma vie, dès comme ça, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je dis pas, hein, y en a sûrement plein qui ont des fonds intéressants. Mais si la forme ne m'intéresse pas, je vais pas m'infliger son visionnage. Un exemple. Même si un vieux film amateur créé avec zéro budget avait le meilleur script du monde, s'il est pas intéressant à regarder parce que les costumes sont moches, que le jeu d'acteur est mauvais, que la caméra est pas bien gérée, ou que le son est dégueulasse, ce film, personne va le regarder. L'inverse est possible. Des films qui racontent rien mais qui sont bien faits, c'est pas ça qui manque. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'on s'intéresse à une chose complexe, il faut qu'elle soit appuyée par une forme convaincante. On ne doit pas avoir la nécessité de comprendre entièrement ce que raconte l'œuvre pour l'apprécier. Mais pourtant, savoir qu'il existe dans ce qu'on aime des messages ou des symboliques complexes a tendance à renforcer notre appréciation de celui-ci, même si on les comprend pas. Un tel constat, c'est possible de le faire sur un film, un animé, une série, mais tout aussi bien sur un opening. Et justement, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Ranboo no Melody, est un excellent exemple de ce que je veux aborder. Parlons peu, parlons bien, parlons de Bleach. Ah, Bleach. J'allais dire, on le présente plus. Mais sans l'arrivée de l'adaptation animée de son dernier arc, je pense que j'aurais dû le faire. Avant ça, on peut dire qu'il était plus ou moins tombé dans l'oubli. Après, c'était peut-être inévitable. Le manga était terminé depuis 2017 et l'animé depuis 2012. Vous vous rendez compte, ça faisait 10 ans qu'on attendait la suite. Tout le monde avait abandonné l'idée de la voir un jour. Pour les raisons du pourquoi et du comment l'un des 3 piliers du shonen des années 2000 n'a pas eu le droit à la même attention que ses 2 camarades, en fait, il y en a plein. Mais il y a déjà d'autres personnes qui en ont parlé. Nous, on n'est pas là pour ça. Il y a de très fortes chances que ce qui nous réunit aujourd'hui, si vous avez volontairement cliqué sur cette vidéo en tout cas, c'est notre appréciation de son 13e opening. Je vais pas trop me mouiller en disant ça, mais les openings de Bleach, ils sont globalement quand même très bien. Pas tous au même niveau, je suis d'accord, ceux des arcs fillers, c'est pas les meilleurs, mais on a le droit à des sacrées pépites. Alors qu'on avait jusque-là droit de la bonne qualité, l'opening 12, Change, est arrivé. Et c'était d'un niveau au-dessus. En termes de musique, c'est votre ressenti qui parlera, mais en termes visuels et de ce que ça a raconté, c'était d'une autre envergure que ce qui s'était fait auparavant. Difficile de battre un tel concurrent, et pourtant, son successeur, l'opening 13, l'a pulvérisé. Quand il est sorti, quasiment tout le monde était d'accord, une nouvelle légende de l'animation japonaise venait de naître. Petite parenthèse à part. Bon, ça va faire un peu boomer ce que je vais dire, mais 2010, au moins pour le trio, vous trouvez pas que c'était leur apogée? Il y a juste à voir les openings. Bleach, Ranboo no Melody avec l'arc final de la saga Aizen. One Piece, One Day avec l'arc Marineford. Et Naruto, Sign avec l'arc Pain. C'est tous les meilleurs openings avec les meilleurs arcs de leurs animés respectifs. Ah ben pour me faire changer d'avis, va falloir y aller. Bonne chance. Allez, parenthèse terminée. S'il y a bien un point commun que je pourrais citer entre tous ces openings, c'est ce que j'ai abordé en début de vidéo. Le fait de pouvoir les apprécier de 2 façons. Mais c'est surtout le cas dans celui de Bleach. Dans Ranboo no Melody, ce qui a fait accrocher la très grande majorité des spectateurs, c'est son refrain. Une excellente musique avec des visuels percutants. Mais il y a quelque chose en plus. Ce sentiment que ce qu'on nous montre a des choses à raconter. Ça se ressent à travers le choix de la direction artistique, avec ses plans photoréalistes bizarres, ses images subliminales qui ne restent que très peu de temps, sa façon de mettre en scène certains plans un peu énigmatiques. On le sent que cet opening est complexe. Et le fait de savoir qu'il est ajoute une couche d'estime qu'on a sur lui, même si on ne fait pas l'effort de comprendre leur signification. Je me suis alors demandé, est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'expliquer ce phénomène? La réponse? Oui. Si vous êtes curieux, laissez-moi vous partager le résultat de mes recherches. En premier temps, celles-ci m'ont amené vers les travaux de Wolfgang Isser et Hans Robert Jauss sur la réception esthétique.
Pour faire très résumé en omettant beaucoup de points, ils expliquent comment le spectateur interagit avec une œuvre, en mettant l'accent sur l'expérience subjective et les émotions, plutôt que sur une compréhension rationnelle analytique. La théorie implique aussi que le spectateur aime ne pas tout comprendre d'une œuvre pour pouvoir combler les blancs. Mais dans notre exemple, les messages subtils ils demandent qu'à être analysés, et c'est tout à fait possible, donc c'est pas ça. Après plusieurs jours de recherche, j'en suis parvenu à une conclusion. En fait, il n'y a pas un nom à mettre sur une étude en particulier pour expliquer le phénomène. D'une manière plus globale, tout se concentre autour d'une notion, celle de la conscience implicite de la richesse. Vu que le sujet est très vaste, je vais vous faire une très courte synthèse de tout ce qui pourrait expliquer pourquoi on apprécie cet opening. On aime la musique, les visuels, ok. Mais on ressent aussi que cet opening a des choses complexes à raconter via sa mise en scène atypique. Pourtant, pas besoin de les comprendre pour l'apprécier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien que le fait de sentir cette présence enrichit notre expérience. Ce qui dépasse notre compréhension immédiate est perçu comme complexe et nous inspire une forme de fascination. Elle forme ce qu'on appelle l'aura d'une œuvre. Savoir qu'il existe dans celui-ci une profondeur sans pour autant avoir y accédé pour en tirer du plaisir augmente notre affect avec. Et ce, sans provoquer de frustration. En résumé, la réponse à notre question, c'est que ce qui nous attire, c'est le potentiel de réflexion d'interprétation, pas le résultat direct qu'on n'a pas forcément la volonté de creuser. On peut choisir notre degré d'implication, soit uniquement l'apprécier pour ce que ça montre, soit aussi l'apprécier pour ce que ça nous raconte. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se pencher sur cette deuxième facette, c'est-à-dire de comprendre ce que l'opening 13 de Bleach, Ranboo no Melody, a à nous raconter. Attention, ça va spoiler jusqu'à l'épisode 310. Pour ne pas larguer ceux qui veulent quand même regarder cette vidéo, je vais faire un résumé du contexte de l'opening. À la base de toute l'intrigue se trouve un personnage, Aizen Sousuke, Shinigami, antagoniste principal de l'œuvre. Son souhait est d'accéder au palais royal pour en devenir le nouveau dieu. Pour ce faire, il doit créer une clé en sacrifiant les habitants d'une ville entière. Évidemment, le Gotei 13, la forme armée du monde spirituel, ne compte pas le laisser faire. Et Aizen sait que tout seul, il n'aura pas la force de lutter contre eux. C'est pourquoi elle va s'approprier le Hogyoku, un artefact qui, de base, permet de matérialiser les désirs les plus profonds de ceux qui l'entourent, mais qui permet aussi de supprimer les frontières entre Shinigami et Hollow. Avec celui-ci en main, il va mettre ces derniers à sa botte et les faire évoluer, pour ensuite les amener avec lui à l'attaque d'une ville. En l'occurrence, Karakura, la ville humaine où résident les personnages principaux. Sauf qu'au moment de leur arrivée dans le monde réel, Aizen se rend compte qu'il n'est pas dans la vraie ville, mais dans une réplique de celle-ci. Les Shinigami l'ont déplacé elle et ses habitants dans le monde spirituel pour ne pas qu'ils soient impliqués dans la guerre. La suite, vous allez l'apprendre dans l'analyse. Allez, il est temps de commencer. Bon, on commence déjà par du plutôt énigmatique. Qu'est-ce qu'on voit dans ces premiers visuels? Le Hogyoku est au milieu d'une pièce. Tout semble calme. Lorsque quelqu'un l'attrape pour ensuite le faire tomber, la salle se transforme en ruine. La musique commence alors à s'emballer, symbole de la discorde qui s'instaure. Qu'est-ce que tout ça signifie? La théorie la plus évidente serait que la main prenant le Hogyoku soit celle d'Aizen. En fait, c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre. Ici, tout est une question de symbolique. Quand le Hogyoku était dormant, comme le montre la pièce blanche dans laquelle il repose, tout était en paix. Mais cette dernière fut détruite au moment où Aizen s'en est emparé. Mais pourquoi cet artefact se brise-t-il? Dans l'œuvre, il s'est jamais cassé. La réponse doit venir de la façon dont il a été utilisé. Au départ, le Hogyoku était pur. Il n'était qu'un concentré d'énergie pouvant accomplir des miracles. Dans une certaine mesure, on peut le comparer à une sorte de lampe magique, capable de réaliser le bien comme le mal en fonction des désirs de son utilisateur. Le problème, c'est que celui s'en étant emparé, Aizen, l'a caché pour briser les frontières entre Shinigami et Hollow. En faisant ça, le Hogyoku pur fut perdu à tout jamais. C'est ça qu'on voit dans les visuels, les résultats de l'utilisation malveillante d'une lampe magique, sans possibilité de revenir en arrière. Concernant les paroles, c'est plus dur de trouver quelque chose. Pourquoi des flammes bleues? Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce genre de flamme est la plus chaude, de par le fait que c'est celle contenant le moins de particules imbrûlées, que j'appellerais si grossièrement des impuretés pour coller au thème. En y réfléchissant, est-ce que ce serait pas une sorte d'analogie de l'objectif d'Aizen? Son but est de transcender la nature du Shinigami et du Hollow pour devenir un être supérieur, un être dénué d'impureté. Métaphoriquement, il veut devenir une flamme bleue. D'ailleurs, dans une image subliminale de cette intro,
on peut voir quelque chose qui semble le confirmer. Regardez bien. On le voit sortir de son enveloppe pour évoluer, comme une chenille devenant un papillon. J'ai beau être fier de cette théorie, je pense pas qu'il faut s'en contenter. Ce qui me fait douter, c'est le fait qu'il y ait plusieurs flammes bleues qui sont nées, pas qu'une seule. Après l'analyse du passage suivant, j'en ai déduit que l'opening est tout aussi bien centré autour d'Aizen qu'autour des personnages le combattant. Dans ce cas-là, celle-ci symboliserait pour ces derniers le dépassement de soi, le fait de tout donner pour atteindre sa chaleur maximale, devenant ainsi les flammes les plus chaudes possibles. Concernant la première phrase, la baisse du rideau, dans le vocabulaire du théâtre, signifie la fin d'une pièce. Ce passage nous raconterait alors que la bataille finale est en cours, et que les adversaires d'Aizen sont en train de se surpasser pour le stopper. Nous voilà arrivés au début des visuels qui en ont interrogé plus d'un. Essayons d'abord de lister ce qui les compose. Plusieurs plans photoréalistes d'une ville qu'on peut considérer comme celle de Karakura, des gros plans nets montrant une ville statique, et des plans beaucoup plus réduits avec un filtre dans le style vieux film. En réalité, c'est pas si dur de comprendre pourquoi on nous montre ça. Les gros plans nets nous montrent la ville fantôme créée pour la bataille de Karakura, une ville morte où aucune vie ne réside. La preuve, les feux de circulation ne fonctionnent même pas. Les petits plans avec le filtre vieillissant nous montrent que cette même ville était autrefois pleine de vie et de mouvement. Je pense qu'ils servent aussi à nous montrer ce qui a servi de base pour créer la réplique, comme des sortes d'images d'archives qu'on ressort pour faire une comparaison. Au niveau des paroles, encore une fois, c'est plus compliqué. Quelle est cette faiblesse que ces personnes ne peuvent pas abandonner? Ma théorie qui s'appuie sur les visuels, c'est qu'il est question des humains. Les Shinigami ont pour objectif de les protéger afin qu'ils puissent vivre et mourir en paix. Comparé à ceux-ci, les Shinigami sont bien plus puissants. Cette faiblesse qu'ils ont juré de protéger et qui ne pourra jamais s'épuiser de par le flot constant des nouvelles vies, ça ressemble bien aux humains, non? J'aime bien cette théorie. Elle permet aussi de renforcer l'idée que ce nous sont les flammes bleues qui combattent Aizen. De toute façon, faute de mieux, autant se concentrer là-dessus. On nous montre qu'une bataille invisible pour les mortels a lieu en ce moment dans cette ville fantôme. Les nuages se séparent, des décombres se forment un peu partout. Des torrents d'eau, probablement dus au pouvoir de Haribel, se déversent dans les rues. Voir certaines choses bouger dans la vraie ville, celle en filtre vieux film, suggère que les événements du monde spirituel affectent symboliquement lentement le monde humain. Je sors pas non plus ça de nulle part. On peut voir à 41 secondes sur l'image du feu tricolore que Aizen apparaît subtilement dans une sorte de flou général. Ça montre que l'équilibre entre les deux mondes s'effrite de plus en plus à cause de lui, en plus de montrer qu'il s'approche de là où les humains se trouvent. Les paroles, quant à elles, semblent encore concerner ses adversaires. Je pense que leurs nouveaux crocs sont ce qu'ils ont acquis en devenant des flammes bleues, symbole du surpassement. Une chose est sûre, c'est que cette bataille gravera une ère. Elle sera soit prolongée par les Shinigami, soit terminée par la victoire de Aizen. Dans la dernière image, on voit Orihime se tenir entre une moitié d'arbre vivant et une moitié d'arbre mort. Ok, ça pourrait représenter ses pouvoirs de guérison pour éviter la mort. Mais pourquoi montrer ça? Pour moi, cette image, c'est surtout la représentation de ce qu'est Aizen. Je m'explique. Rappelons-nous que son objectif est de créer une deuxième Hohoken, une clé royale, en sacrifiant la population de la ville de Karakura afin d'accéder au palais royal. Son but serait de tuer le roi afin de prendre sa place, devenant alors lui-même un dieu. Les pouvoirs d'Orihime ont été décrits par ce dernier comme allant à l'encontre de celui de Dieu, car elle peut refaire ce qui a disparu. C'est la définition même de ce qu'il recherche, la transcendance. Mais ça s'arrête pas là. Avec l'image de l'arbre, on a à la fois une moitié vivante, le monde humain, et une autre morte, le monde spirituel. C'est le périple qu'effectue Aizen en passant d'un monde à l'autre, afin, justement, d'accomplir son objectif. Le rideau se lève sur Aizen utilisant le Shikai de son Zanpakuto, visuellement représenté par l'effet du miroir cassé. Je rappelle, son pouvoir plonge la personne ayant vu la libération de celui-ci dans les illusions qu'il souhaite lui montrer. Ses adversaires, tous pris dedans, se feront avoir les uns après les autres. Comme les paroles le laissent sous-entendre, malgré leur surpassement, doucement, le rideau se baisse vers leur défaite. On peut voir très rapidement passer une image d'Aizen avec le Hogyoku dans son corps, ainsi qu'une sorte d'horloge derrière lui. On a parlé de transcendance juste avant, mais il n'a pas attendu de devenir Dieu pour le faire. Il a déjà commencé en implantant le Hogyoku à l'intérieur de lui. L'horloge est sûrement là pour représenter les évolutions de l'antagoniste grâce à l'artefact, comme pour montrer que plus ses adversaires traînent à le vaincre, plus il va continuer à devenir puissant. Petit détail en plus, bon, faut y aller à la frame press niveau, mais on peut remarquer que lorsqu'on voit Aizen entrer dans le champ de bataille, en premier temps, on le voit sourire.
Mais une fois que les éclats de verre de Kyoka Suigetsu passent devant lui, il a l'air triste. Ma théorie, c'est que son sourire narquois, c'est ce qu'il montre, son sentiment de supériorité. Personne ne peut lui arriver à la cheville. Et cette autre facette où il est triste montre qu'en réalité, il se sent surtout seul à cause de sa force qui surpasse tout le monde. Comme Ichigo le dit à la fin de son combat contre lui, il a ressenti de la solitude dans l'épée d'Aizen. En voyant la symbolique encore plus loin, on peut y voir un lien avec la signification de Kyoka Suigetsu, son impacto. De base, ce nom est une traduction japonaise d'un proverbe chinois qui peut être traduit par fleur miroir, lune d'eau. Il est utilisé pour signifier quelque chose de visible, mais d'inaccessible. En plus d'être un excellent nom pour quelque chose qui produit des illusions, faut aussi se rappeler qu'un impacto est le reflet de l'âme de son propriétaire. Et donc, c'est quoi le rapport? Eh ben c'est simple. Le pouvoir d'Aizen, le reflet de son âme, est révélatrice de sa véritable volonté, celle de vouloir devenir un Shinigami ordinaire. Ce n'est qu'une illusion qui lui reste inaccessible à cause de sa puissance. C'est ça qu'on voit dans cette partie qui dure approximativement 1 seconde. Pendant que les adversaires d'Aizen tombent les uns après les autres, Ichimaru Gin, son associé, regarde tout ça de loin. Ensuite, c'est au tour de la team Kisuke, Isshin et Yoruichi de le combattre. Je pense pas qu'il y ait de symbolique particulière. Mais par contre, c'est beau. Et enfin, le dernier rempart, Yamamoto, qui est la seule personne qu'Aizen n'épargnera pas, car il représente l'histoire même de la Soul Society. Les paroles sont plus intéressantes. Par contre, autant on peut trouver jusque-là un sens à la majorité des traductions faites par Naughty John, autant c'est plus le cas à partir de maintenant. Du coup, j'ai fait appel à une amie qui a fait des études plus poussées que moi en japonais, et on a vu ça ensemble. Et ouais, on fait pas les choses à moitié ici. D'abord, dans ces 2 phrases, qui est en train de parler? Étant donné ce qui est dit et montré au même moment dans les visuels, il y a très fort à parier qu'il est question de Gin. Rappelons-nous, quel est son but? Dans son enfance, des sbires d'Aizen ont volé une partie de l'âme de Rangiku pour nourrir le Hogyoku. Depuis ce jour, il a décidé de la récupérer, en plus de la protéger. C'est pourquoi il décidera de suivre Aizen, afin de trouver sa faiblesse et l'éliminer. Il a trahi la Soul Society dans le but de trouver un moyen de protéger et venger la personne qu'il aimait. Gin s'était donc, depuis le début, résigné à ne pas avoir une fin triomphante, du fait qu'il avait perdu la reconnaissance de ses pairs pour poursuivre son objectif alors inconnu de tous. Pour l'avoir, il aurait dû combattre Aizen en étant ouvertement opposé à lui, comme l'ont fait ses adversaires. Mais au lieu de ça, il s'est rangé du côté de l'ennemi afin de l'abattre en un seul coup lorsqu'il aurait baissé sa garde. Est-ce que vous comprenez maintenant mieux ce que les paroles nous disent? Ichimaru Gin, dans le but, d'un jour, réussir à venger Rangiku, a décidé de vivre et de mourir dans l'indignité et le mépris de tous. Tout ça pour asséner ce seul et unique coup permettant d'abattre Aizen. Peut-être qu'il n'aura pas une fin triomphante, mais il aura accompli son objectif. C'est peut-être mon raisonnement qui fait que je vois ça, mais j'ai l'impression que dans cette image subliminale, on le voit de dos avec ses habits de Shinigami, sûrement une façon de représenter sa trahison. Malheureusement, même ça n'aura pas suffi à vaincre Aizen. Gin est mort, et Rangiku pleure sur son corps sans vie. On peut remarquer qu'en premier temps, ses larmes ne tombent pas, mais remontent. Pourquoi? Ça a un lien avec les 2 images subliminales qu'on peut apercevoir pendant le passage. C'est là pour symboliser un retour dans le passé. La première image qu'on voit, le Hogyoku, est le point de départ de toute l'histoire de Rangiku. C'est après s'être fait voler une partie de son âme à cause d'Aizen que Gin s'est décidé à la lui rendre. La deuxième image, quant à elle, correspond au moment où il lui avait annoncé qu'il allait devenir Shinigami pour changer les choses et ne plus qu'elle pleure. Depuis ce jour, il s'était résigné à tout faire pour elle. Même si, comme il est montré dans la dernière image, ça signifiait s'en éloigner. D'abord, elle se remémore le contexte, les 2 images subliminales de son passé, et une fois qu'elle s'en est rappelée, les larmes tombent dans le bon sens. Elle comprend la raison de la trahison de Gin. Les paroles reflètent les pensées de ce dernier. C'est parce que, depuis le départ, il aime Rangiku qu'il a décidé de la venger. Son amour, c'est tout ce qui lui reste après avoir perdu la confiance de la Soul Society. Il n'a littéralement rien d'autre. Quand on sait tout ce qu'il a sacrifié pour elle, on ne peut que déplorer la tristesse de sa fin. À partir de ces paroles, le temps commence à se rembobiner. Tous les souvenirs d'Ichigo se rassemblent dans l'ordre inverse où il les a vécus, du plus récent au plus vieux souvenir, jusqu'à arriver, à la fin, à sa forme finale. Petit détail en plus, en regardant bien,
C'est possible de le remarquer en train de tomber pendant que toutes les images défilent. On peut déduire le sens des visuels sans les paroles, mais autant les inclure directement pour éviter de se répéter. Les deux premières phrases ainsi que les visuels nous amènent plus ou moins vers la même piste. Pour battre Aizen afin de sauver ses amis, Ichigo va sacrifier tout ce qu'il a construit depuis le début de la série jusqu'à redevenir un humain normal. Ce qu'il va rassembler en un seul endroit, c'est ses pouvoirs de Shinigami qui le feront devenir l'ultime Getsuga Tensho. Mais ce sera, comme j'ai mentionné, au prix de ceci. Ce qu'on voit à travers cet opening, c'est l'évolution de deux personnages qui vont atteindre un niveau divin. L'un va pour cela utiliser le Hogyoku et se métamorphoser, tandis que l'autre va sacrifier ses pouvoirs pour l'arrêter. Ce qui est intéressant à constater, c'est que comme dans l'œuvre, cet opening nous montre que c'est Aizen qui débute les hostilités. C'est lui qu'on voit en premier qui perturbe la paix en prenant le Hogyoku. Et celui qui va y mettre fin, c'est celui qui arrivera en dernier, Ichigo. Par sa défaite, Aizen se fera rejeter par son artefact. Les deux perdront donc leur pouvoir divin en même temps. Comme le nom du tome où tout ça arrive le laisse entendre, God is dead. Leurs pouvoirs sont morts. Maintenant que la menace est éliminée, la pièce du début de l'opening redevient blanche. Mais cette fois, sans le Hogyoku à l'intérieur. Sauf qu'attendez, cette fleur, là, au fond, là, elle était pas comme ça au début de l'opening. En plus, ça me dit quelque chose. Ce type de fleur, on l'a pas déjà vu genre 2 fois dedans? Regardez là. Et juste avant d'avoir l'image de fin, cette image subliminale ici. Qu'est-ce que ça veut encore dire tout ça? Bon bah, désolé, mais ça va être dur de s'appuyer sur du concret. Ça va se baser sur ma propre interprétation. Première chose à faire, identifier quel est ce type de fleur. Pour une fois, c'est pas très compliqué à trouver. C'est une tulipe. Maintenant, on va chercher quelle est sa signification, et essayer de trouver un rapport avec le contexte de l'opening. Sa plus universelle, c'est l'amour. Mais j'ai beau théoriser, j'arrive pas à sortir quelque chose d'assez convaincant. C'est vrai que la seule personne qu'on voit avec la fleur, c'est Orihime. On pourrait alors se dire que c'est la représentation de son amour pour Ichigo et que c'est en fait pour elle que ce dernier va battre Aizen et ramener la paix. Mais bon, l'amour, dans Bleach, c'est pas le moteur principal qui fait avancer les personnages, surtout Ichigo. Donc je pense pas que ça soit très crédible. Une autre signification possible de la tulipe, c'est celle du renouveau. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire un rapprochement. C'est simple. Avec le sacrifice des pouvoirs d'Ichigo et la défaite d'Aizen, une nouvelle ère va commencer. Plus de Hogyoku dans la pièce, et à la place, des tulipes, symbole d'un nouveau départ. Ah, et pour l'image avec Orihime? Eh bien en fait, pour finir, dans la dernière phrase, si on part du fait que la danse sauvage mentionnée est une allégorie de la guerre, elle semble nous dire qu'il y aura de tout temps des batailles entre des personnes ou des factions. Ce qui est pas faux quand on connaît le rôle d'un Shinigami. Ils doivent, certes, protéger le flux infini d'humains, cette faiblesse qu'ils ont juré de protéger, contre la menace des Holos, mais même sans celle-ci, les conflits entre Shinigami et d'autres factions ne s'arrêteront en réalité jamais. La mélodie de la guerre n'arrêtera jamais de sonner. Cet opening, il raconte quelque chose avec un début et une fin. Il a un propos. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai réalisé que le personnage principal n'était visible. D'abord, que quelques secondes dans l'opening, mais surtout qu'à la toute fin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans les animés fleuves, aucun opening ne fait ça. Et j'ai cherché, hein. Si ça sert à rien, il présentera pas le personnage principal avant que ça ait une utilité. S'il y a pas besoin de montrer certains persos secondaires importants, il les montrera pas. S'il doit les mettre en scène, faudra qu'il ait une raison, et il les fera pas courir comme des teubés pour rien. Rien n'est là pour remplir un cahier des charges. De par sa structure même, cet opening s'est détaché de tout ce qui se fait généralement dedans pour se concentrer sur un autre but. Créer une œuvre à part entière. Il veut avant tout proposer quelque chose. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime autant. Il y a la musique, il y a aussi le fond avec tout le délire sur la conscience implicite de la richesse. Mais il y a surtout une chose. Le fait que cet opening, il est unique. On n'avait jamais vu, et on ne verra probablement plus jamais à nouveau quelque chose comme ça. Maintenant que j'y pense, je crois pas vous avoir expliqué pourquoi j'aime autant cet opening, non? Au-delà de la musique que je trouve très entraînante quand elle est accompagnée des visuels, c'est surtout la direction artistique qui fait pour moi le gros du boulot. Regardez-moi cette colorimétrie, cette façon de présenter les personnages, cette manière de mettre en scène ses propos, et osez me dire que c'est pas magnifique. Le tout est agréable à regarder ainsi qu'à écouter, en plus d'avoir des moments très prenants qui peuvent nous toucher. J'irai pas jusqu'à dire que c'est émouvant, je dirais plutôt que c'est saisissant. Au final, qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer un opening comme parfait? Sa musique, ses visuels,
Les messages qu'il veut nous faire passer? Sa capacité à nous toucher peut-être? La réponse est à la fois toute simple mais très frustrante. C'est impossible de le savoir. Parce que pour chaque personne existera des critères différents. Personne ne possède les mêmes goûts et n'aimera les choses de la même façon. Peut-être alors que c'est pas une question d'être parfait, mais plutôt d'avoir le plus de points positifs à mettre en valeur pour plaire au plus grand monde. Mais faut pas oublier que le point qui a toujours été le plus important dans notre appréciation de quoi que ce soit, c'est le contexte et l'affect qu'on a avec une œuvre. C'est pas pour rien que généralement, vos openings préférés sont étroitement liés à l'appréciation que vous avez de l'anime qu'il présente. Tout est une question de subjectivité. Mais si quelqu'un qui n'aime pas Bleach regarde cet opening, est-ce qu'il va l'aimer? Peut-être oui, mais est-ce qu'il l'aimera autant qu'un fan? Ça, je pense pas. Parce que l'essence même d'un opening, c'est d'être un catalyseur. Un moyen de condenser tout ce qui fait qu'on aime un animé. L'opening qui arrivera le plus à stimuler votre implication avec, sera donc celui que vous considérerez comme étant le meilleur. Pour ma part, le contexte que j'ai avec cet opening 13, accompagné bien sûr de sa forme, me le faisait déjà beaucoup aimer. Mais c'est en l'analysant et en ayant compris ce qu'il voulait me dire que j'ai appris encore mieux l'apprécier. J'espère que cette vidéo aura-t-elle l'occasion pour certains d'entre vous que ce soit aussi le cas. Enfin bref, c'était Shizenken, à la prochaine.